vous propose de démarrer, ça vous va? Oui, Oui. bien. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce 30 minutes avec de rentrée. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le professeur Mario Speranza pour nous parler trauma et TND. Je vais vous laisser vous présenter. Petit rappel sur le déroulement. Donc, on a 30 minutes de présentation pendant lesquelles n'hésitez pas à noter déjà vos questions dans la discussion. Et ensuite, on a 30 minutes donc, de questions et d'échanges qui suivront cette première présentation. Je vous laisse la parole, professeur Speranza. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur la différence, les questionnements qui existent entre trauma et TND. Bien que je me suis rendu compte que la question était très complexe, encore plus complexe que je l'imaginais. Et donc, si on a une demi-heure de présentation, une demi-heure de discussion, je pense que la discussion va être très utile pour clarifier un certain nombre de points que je vais essayer d'évoquer. Alors, juste pour me présenter, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Versailles et je m'intéresse de façon particulière au TND, autisme, TDAH, mais également au trauma chez l'enfant et encore plus chez l'adolescent. Et donc, ces questions sont pour moi des questions très importantes. Mais quand j'ai commencé à travailler autour de cette présentation, je me suis rendu compte que c'était un domaine assez complexe, pas forcément très clair, très organisé, très structuré. Donc je vais évoquer un certain nombre de choses. Je vais aussi beaucoup travailler sur clarifier certains concepts. Même si je ne suis pas convaincu que je vais être transparent et clair, donc la discussion va être très importante. Donc, posons quand même un peu les questions. Alors, quelle est la problématique clinique au cœur de cette question? Alors, il existe un certain nombre d'enfants qui présentent des difficultés sous le plan comportemental, social et émotionnel, c'est-à-dire les trois grands domaines du fonctionnement interpersonnel, du fonctionnement de n'importe quel enfant ou adolescent. Alors, ce type de difficultés, on peut les retrouver dans différents domaines. Je reviendrai, on peut les retrouver dans quasiment l'ensemble de la psychiatrie et l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, mais ça dépend à quel niveau d'intensité, à quel niveau de présence de l'ensemble de ces difficultés. Et c'est là qu'on peut initialement commencer à orienter notre attention sur le fait qu'il existe, euh, ces difficultés peuvent être présentes dans le cadre de troubles du neurodéveloppement, mais également dans le cadre de troubles plutôt de l'attachement. Et là, on est, et j'ai voulu volontairement cibler cette dimension, du côté du trauma, mais via une perspective qui est celle de l'attachement. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette entrée me semble essentielle euh, et comment on pourra décliner par la suite. Globalement, pourquoi les troubles d'attachement en particulier? Parce que les troubles d'attachement, c'est des troubles qui se manifestent dans un certain nombre de cas par des difficultés sous l'ensemble des plans, comportemental, social, émotionnel, comme dans les troubles du neurodéveloppement. Et donc, la difficulté, c'est de différencier quelle est la spécificité de l'un ou de l'autre. On sait que depuis quelques années, on a de plus en plus de connaissances sur les troubles de l'attachement et on sait que au cœur de ces troubles, qui sont des troubles du développement des relations primaires entre l'enfant et son environnement, ce qui est essentiel chez les enfants qui présentent des difficultés des troubles de l'attachement, j'y reviendrai sur cette différence, c'est le fait qu'il faut travailler sur le développement et le renforcement des relations. Évidemment, parce que c'est des troubles de la relation, de la qualité relationnelle, et donc la plupart du travail clinique, thérapeutique, notamment en psychothérapie, va être autour de l'enfant et des relations entre l'enfant et le thérapeute, de l'enfant avec son environnement. Et donc avec le travail autour de la sensibilité de l'environnement aux besoins de l'enfant, la syntonisation aux besoins de l'enfant, et donc ce qui permettra par la suite de rendre la relation plus fluide. Quand on a affaire avec le trouble du neurodéveloppement, cette dimension est également importante de travailler sur les relations. Mais on sait qu'il y a quelque chose de spécifique dans le trouble du neurodéveloppement,
qui est le besoin de travailler et de renforcer la communication, la compréhension sociale, émotionnelle et la flexibilité. Quelque chose qui est un peu spécifique des troubles du neurodéveloppement, que ce soit l'autisme ou TDAH, même s'il y a évidemment des spécificités. Donc cette grande différenciation, c'est que d'un côté, quand on est dans le domaine du trouble d'attachement, c'est vraiment la relation émotionnelle qui est au premier plan. Dans le cas du trouble de développement, c'est davantage la compréhension sociale, émotionnelle et la flexibilité. En effet, cette problématique ne concerne pas l'ensemble des enfants avec autisme, évidemment, mais un certain nombre d'enfants, un certain sous-type d'enfants qui présentent, disons, des difficultés, mais qui ne sont pas les plus sévères, notamment si on a l'optique des troubles du spectre de l'autisme. Ce n'est pas les enfants pour lesquels le diagnostic d'autisme est relativement simple, évident. C'est davantage des enfants qui ont des difficultés plus subtiles de communication sociale et qui peuvent être sociables. Et d'ailleurs, on sait que les difficultés sociales sont indépendantes de la sociabilité, de l'intérêt social. C'est quelque chose que Lord Nowing avait défini déjà depuis les années 60. Et d'ailleurs, on sait que certains enfants avec autisme, ou qui ont des traits autistiques, ont envie d'interagir avec les autres, sauf qu'ils manquent des compétences pour le faire. Ces enfants présentent souvent des problématiques avec les routines, avec les rituels, les répétitions. Ils ont des difficultés à créer des relations de proximité initiale, d'amitié ou, selon l'âge, plus petit ou plus grand, de réciprocité. Ils ont du mal à comprendre les enjeux sociaux. Ils sont en difficulté avec les changements, ce qui génère chez eux une certaine anxiété. Ils ont une utilisation du langage qui n'est pas toujours basée sur la réciprocité, avec des atypies ou avec un langage qui est parfois non suffisamment fluide. Et puis, des grandes difficultés de régulation émotionnelle. Donc cet ensemble d'éléments que j'ai décrits là de façon un peu globale peuvent être présents chez les enfants du spectre de l'autisme les moins sévères, mais peuvent être également présentes dans d'autres tableaux comme les troubles de l'attachement, les difficultés d'attachement et d'autres troubles qui sont en lien avec des dimensions traumatiques. Le problème qu'on a, c'est que la plupart des instruments diagnostiques, si on prend la DI ou la DOS, ont beaucoup de mal à faire la différence diagnostique pour des enfants qui ont un bon niveau intellectuel, qui ont des capacités sociales à minima et qui ont un peu plus de mal à ressortir dans les instruments diagnostiques de façon claire. Donc la réflexion clinique est encore plus importante, même si les instruments diagnostiques restent nécessaires à utiliser. Donc, il faut qu'on parte d'abord avec un certain nombre de définitions pour qu'on ait un peu de repères entre autisme, TDAH et trauma, le domaine du trauma de façon plus générale. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce premier tableau permet de définir de quoi on va discuter. D'un côté, il y a les troubles du neurodéveloppement, TSA, TDAH. Là, j'ai deux images, mais on peut aller relativement rapidement parce que c'est des choses que je pense que vous connaissez, on connaît mieux. De l'autre côté, il y a tout le domaine du trauma. Mais le domaine du trauma est un domaine très complexe parce qu'il y a d'un côté ce qui est la réaction stress, voire l'état de stress post-traumatique, qui est un état complexe qui se développe à la suite d'un trauma. Mais il y a également tout ce qui est les difficultés d'attachement, voire les troubles de l'attachement. Et déjà là, on ne s'entend plus du tout de la même manière entre qu'est-ce que c'est des difficultés d'attachement et des troubles d'attachement. Donc là, il va falloir quand même préciser qu'est-ce qu'on parle quand on parle de difficultés d'attachement. Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux troubles d'attachement, et notamment à deux troubles qui sont classifiés dans les classifications internationales, qui est les troubles réactionnels de l'attachement et le trouble de désinhibition du contact social. L'ensemble de ces éléments sont souvent associés à des événements adverses durant l'enfance. Mais là aussi, il y a une grande différence entre un événement simple, un trauma simple, unique, l'accident de voiture ou le décès d'un proche, comme même un parent, de ce qu'on appelle un trauma complexe. C'est la répétition sur des années de problématiques de maltraitance ou de négligence dans une interaction, une relation primaire avec la figure de soin. Et là, évidemment, on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est pour ça qu'il faut aller un peu plus loin dans le cadre du trauma. Alors, juste
quand on parle de trauma, et notamment de trauma complexe, on a quasiment l'ensemble de troubles de la psychiatrie. Euh, j'ai mis cette diapo, on peut y revenir sur certains aspects, mais globalement, c'est que d'une manière ou d'une autre, les manifestations cliniques, comportementales, sociales, émotionnelles, sont retrouvées dans l'un ou l'autre de ces troubles, mais pas toujours les trois de la même manière et pas toujours avec la même qualité, la même intensité. Donc, TDAH, bon, on sait que les TDAH, on peut les définir comme des troubles de la régulation de soi et des fonctions exécutives, avec un déficit notamment au niveau du contrôle inhibiteur, et on sait qu'un certain nombre d'enfants TDAH manquent au niveau de l'impulsivité, d'une capacité à réguler les relations sociales, et donc ils peuvent être désinhibés socialement. Gardez-le en tête parce que ça va être en lien avec une des dimensions qu'on retrouvera dans les troubles de l'attachement. Euh, à côté d'autres difficultés qui sont un peu plus classiques, on dirait, comme l'attention et l'hyperactivité, qui sont moins compliquées, moins en interface. Sauf que beaucoup de TDAH ont aussi des difficultés sur le plan émotionnel et non seulement sur le plan des difficultés sociales, de la difficulté à moduler leurs comportements sociaux. De l'autre côté, il y a le trouble du spectre de l'autisme. Là aussi, on peut définir l'autisme comme un trouble de la compréhension intuitive du monde social. Et là, on sait que ils sont vraiment des difficultés de réciprocité socio-émotionnelle, avec une tendance au retrait, parce que la difficulté de communication sociale, notamment non verbale, est majeure dans les interactions, et avec une compréhension de la relation sociale qui est complexe. Et puis avec tous les éléments liés à des comportements stéréotypés, des routines, et puis une certaine inflexibilité, et puis toute la dimension évidemment des comportements sensoriels. Et là, on verra comment tous ces éléments se retrouvent dans certains tableaux de troubles de l'attachement et de troubles spécifiquement l'un ou l'autre trouble d'attachement. Mais il faut revenir effectivement à ce tableau plus général, qui est un tableau dans lequel on définit le trauma, et donc avec un état, une réaction stress, un événement unique, ou qui peut par la suite se développer sous le cadre d'un état de stress post-traumatique, que ce soit unique ou complexe. Le trouble de l'attachement, deux grandes typologies que je vais vous décrire, et puis les modalités d'attachement. Et là, il y a un premier problème, c'est que souvent, quand en clinique on dit cet enfant a un problème d'attachement, on mélange les références théoriques à la théorie des modalités des types d'attachement, au développement de l'attachement, et avec les catégories définies comme stratégie d'attachement, avec les troubles de l'attachement, qui sont des cadres diagnostiques symptomatiques bien définis. Et donc on est d'un côté, du côté des modalités d'attachement, c'est-à-dire des stratégies fonctionnelles de gestion des relations autrui, qui se développent dans le temps, alors que quand on est dans le trouble d'attachement, on est dans une symptomatologie spécifique dans laquelle il y a un déficit majeur qui est spécifiquement en lien avec une déprivation sociale massive de la figure d'attachement. Et qu'on retrouve en partie du côté du trauma complexe. Et donc, si on voit ce tableau, il y a quand même une proximité, mais aussi une confusion entre l'attachement désorganisé, je vais y revenir, les troubles de l'attachement et le trauma, notamment l'état de stress post-traumatique complexe dans lequel il y a des interactions répétées de négligence ou de maltraitance avec une figure de soi. Mais on pourrait dire tout de suite, pour éviter, essayer de clarifier un peu, c'est que dans le cas de troubles d'attachement, on parle de situations de déprivation massive. C'est les enfants institutionnalisés. Et même chez les enfants institutionnalisés, une petite partie de cela, parfois 2-3%, présente un trouble d'attachement. Alors que le trauma complexe, on va essayer de le définir, est présent dans un nombre d'enfants beaucoup plus important, en lien avec des aléas des interactions avec les figures de soins primaires, qui est bien plus complexe, où il y a la négligence, la maltraitance, mais il y a des figures de soins, même si elles sont problématiques. Et donc, ça se rapproche davantage à l'attachement désorganisé, qui est probablement l'un des aléas des modalités d'attachement les plus complexes, et donc on est proche déjà de la pathologie.
Et en effet, quand on prend la référence à l'attachement en termes de modalité d'attachement, qu'est-ce que c'est l'attachement? L'attachement est un lien émotionnel à une personne particulière l'enfant va avoir une tendance à rechercher à maintenir la proximité avec cette figure de soin, figure de caregiver, notamment en situation de détresse. Et donc il y a un point central, c'est que l'attachement s'active dans les situations dans lesquelles l'enfant a besoin d'être protégé, d'être soulagé, d'être euh, soigné, donc quand on est en situation de détresse. C'est un lien exceptionnellement important entre êtres humains et c'est un processus interactif, adaptatif, dans lequel il y a les caractéristiques de l'enfant, mais également tout le caregiving et la qualité du caregiving du parent. Et ce qui aboutit au bout d'un certain nombre, des milliers de millions d'interactions entre un enfant et un environnement, un enfant qui a besoin de l'aide de l'environnement pour réguler son expérience en situation de détresse, cette répétition de millions de fois d'interactions et de réactions du caregiver à l'enfant va générer progressivement, autour de 9 mois, 1 an, un modèle intériorisé qu'a l'enfant, qui est développé chez l'enfant, de la relation à l'autre, qui va avec aussi une image de soi. Et donc, globalement, c'est quand même des patterns intériorisés qui vont déterminer le développement socio-émotionnel pendant toute la vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été, dans le cadre de l'atelier d'attachement, évalué par une technique qui est la Strange Situation, qui va être une situation expérimentale très structurée, utilisée beaucoup en recherche, dans laquelle on va étudier comment l'enfant, à partir de 9 mois, 1 an, a développé des anticipations sur comment ça se passe quand il est en situation de détresse, il a besoin d'être protégé, ce qui lui permet, une fois protégé, d'explorer l'environnement. Et donc, évidemment, c'est une intériorisation de la qualité du cycle de confiance entre l'enfant et l'environnement. Et on sait que l'attachement se définit dans, globalement, un attachement sécure, dans lequel l'enfant a vraiment une représentation du parent comme source de soutien en situation de détresse et donc d'une image de soi positive. Et donc, par rapport à d'autres modalités qui ne sont pas pathologiques, mais qui sont des particularités, des modalités qu'a l'enfant de intérioriser l'expérience avec des parents qui ont une disponibilité variable, moins stable ou atypique, à qui il faut qu'ils s'adaptent. Et donc, c'est tout à fait adaptatif dans certains contextes. Et on définit un attachement anxieux ambivalent ou anxieux évitant. C'est des stratégies un peu de lien un peu complexe de dépendance à l'adulte ou un lien plutôt éloigné de protection du lien à l'adulte dans le cas de ce qu'on appelle les types d'attachement insécure, anxieux, qui sont adaptatifs mais qui fragilisent l'enfant et donc c'est un risque psychopathologique. Le seul qui peut être considéré un peu plus comme pathologique, c'est l'attachement désorganisé. En effet, c'est des comportements non clairs de comment ça se passe. C'est comme si l'enfant n'avait pas intériorisé un modèle stable et donc il a des comportements contradictoires et c'est probablement le plus en lien avec des troubles de la relation qui vont se développer par la suite. Alors, si on continue donc, et on passe par contre non à des modalités d'attachement qui font partie de l'ensemble de la population, et donc même les enfants avec autisme peuvent avoir ces différentes modalités d'attachement. Les enfants TDAH peuvent avoir ces différentes modalités d'attachement. Et donc on peut avoir des enfants avec autisme qui ont un attachement sécure. Même si évidemment le pourcentage d'enfants avec un attachement sécure va être un peu moins important que dans la population générale, il peut y avoir tout à fait des enfants avec autisme ou avec TDAH qui ont un attachement sécure ou un attachement anxieux ou ambivalent ou évitant, parce que c'est des modalités adaptatives vis-à-vis de figures de soins qui se comportent d'une certaine manière. Donc c'est une intériorisation d'un style d'attachement qui est en lien avec une figure parentale. Même si la contribution de l'enfant va compliquer cette modalité d'interaction. Évidemment, le tempérament de l'enfant va compliquer le développement d'un attachement sécure, mais pas forcément si le parent est capable, avec une certaine syntonisation et sensibilité, de répondre aux besoins de l'enfant, même si ces besoins sont un peu exceptionnels. Quand on est par contre dans le trouble de l'attachement, alors excusez-moi, plutôt du côté du trauma,
Le trauma, eh ben, le trauma se définit par un certain nombre de caractéristiques spécifiques, notamment les réviviscences, les évitements, les réviviscences d'événements traumatiques qui reviennent et qui s'imposent à l'enfant, dans des répétitions de jeux, dans des cauchemars, dans la réactivation assez immédiate lors d'un élément qui rappelle la situation. Donc l'évitement de tout ce qui est en lien avec ce qui pourrait provoquer ces réviviscences, avec toute une hyperactivation neurovégétative qui est en lien avec une sorte de vigilance permanente à ces signes de possibles répétitions du trauma, ce qui aboutit et qui s'associe aussi à des modifications de la manière de se voir et de se percevoir avec des affects souvent négatifs et avec des éléments, on pourrait dire, un peu de la sphère dépressive. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se produire dans le cas d'un événement à stress unique, mais évidemment, c'est beaucoup plus fréquent quand les stress se sont répétés et répétés dans la situation interpersonnelle. Et enfin, les troubles de l'attachement. Et alors, entre-temps, il faut peut-être évoquer que quand on a affaire avec des enfants qui ont eu un trauma relationnel, c'est-à-dire des répétitions d'interactions négatives avec l'environnement de proximité, l'abus sexuel par un proche, la maltraitance, la négligence. Ce qui est le cœur du problème, c'est que c'est vraiment c'est les figures de soins qui devaient s'occuper des besoins de l'enfant qui ne sont pas en mesure de le faire. Et donc, le trauma complexe est la combinaison de multiples épisodes d'abus durant le développement par les figures de soins. Et en effet, c'est les parents négligents, maltraitants, souvent eux-mêmes en difficulté, n'ont pas pu répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. Et donc l'enfant est resté tout seul dans un état d'insécurité, avec des émotions, des vécus très difficiles à tolérer, qu'il n'a pas pu contenir ni réguler grâce à l'aide de l'environnement. Et donc comme il avait un retard développemental dans la régulation des émotions, des comportements, avec une estime de soi qui n'est pas régulée, et les relations avec les autres qui ne sont pas régulées. Ces enfants, en plus, ont appris que exprimer ses émotions n'est pas possible, c'est même dangereux. Donc il faut inhiber le fait de penser aux émotions et l'agir est au premier plan. Mais il a aussi perdu la confiance dans l'environnement. Et donc ce qui vient de l'environnement est un peu dangereux et donc souvent c'est une perte de capacité d'apprendre de la relation à l'autre. Et donc on voit comment quand le trauma est complexe et répété, et bien, ça génère non seulement un état de stress post-traumatique, mais un état de stress traumatique complexe, dans lequel non seulement il y a les éléments du trauma, mais également une image de soi négative, une dysrégulation émotionnelle, des difficultés interpersonnelles. Et tout ça devient effectivement largement la symptomatologie qui s'exprime dans ces troubles complexes. Alors, le problème, c'est que, pour finir, c'est les troubles de l'attachement. Alors, les troubles de l'attachement, eux, sont deux de type. Le trouble relationnel de l'attachement et le trouble de désinhibition du contact social. Alors, ces deux modalités sont très différentes. Les deux se retrouvent dans le domaine du trauma, dans les classifications internationales, à côté de l'état du stress aigu. Comment ils sont définis? C'est spécifiquement les enfants qui ont été victimes de formes extrêmes d'insuffisance ou de carence de soins, négligence ou privation sociale chronique, changement répété de figure de soins, conditions inhabituelles à la limite des possibilités d'établir des attachements. Donc on n'est pas dans le trauma complexe qu'on vient de voir, mais on est dans quelque chose d'une absence quasiment totale de figure de soins. Et ce manque est à l'origine des problématiques. Donc c'est exclusif par rapport au TCA, parce que dans le TSA, il y a des figures de soins. Comme dans le trauma complexe, il y a des figures de soins, même si ce soit problématique. Les deux modalités diffèrent d'un côté, parce que dans le trouble réactionnel, l'enfant a un comportement inhibé de retrait.
il ne recherche pas le réconfort. Quand il est en détresse, il ne répond pas au réconfort, il n'a pas de réactivité sociale émotionnelle, donc il a des difficultés socio-émotionnelles persistantes, il n'a pas d'affect positif, même il a des affects positifs très restreints, il peut avoir des moments d'explosion euh, qui peuvent être générés. Donc c'est un retrait massif de la relation qui rappelle le TSA. Alors que le trouble du développement, le trouble excusez-moi, le nom est toujours difficile à rappeler, le trouble de désinhibition du contact social, c'est le contraire. L'enfant n'a pas de figure d'attachement et donc il s'approche à tout le monde de façon trop familière, n'a pas d'adulte de référence. Tout étranger peut être utilisé sans spécificité. Et donc, en principe, on devrait exclure le TDAH, mais c'est là qu'on voit qu'on est proche du TDAH dans ce comportement qui est un peu socialement désinhibé. Donc on a d'un côté l'évitement et le retrait total, de l'autre côté on a la désinhibition avec des rapprochements sociaux indiscriminés. Mais par définition, à l'absence de figures de soins qui ont pu construire et constituer un attachement, et donc on devrait par définition exclure des situations comme le TCA ou le TDAH dans lesquelles des figures de soins sont présentes. C'est pour ça qu'il faut différencier de façon claire l'attachement désorganisé, qui d'ailleurs s'applique à une dyade spécifique, et là on est dans l'attachement en termes de concept de relation, de développement de relation. Donc ça qualifie une relation spécifique entre un enfant et une figure de soins, et donc d'ailleurs on parle d'un attachement désorganisé avec un parent mais pas avec un autre. Et là, on voit des comportements qui sont des comportements contradictoires, des comportements désorientés, une indifférence au retour du parent, des comportements de contrôle. Mais on n'est pas dans le diagnostic de trouble mental. On est dans une modalité d'attachement particulière qu'on peut retrouver dans plein de tableaux, même s'il est beaucoup plus fréquent dans le trauma complexe et répété. Alors que quand on est dans un trouble de l'attachement, on est dans quelque chose qui est un trouble mental, qui implique une interaction durable dans tous les domaines, mais n'est pas spécifique à une relation, c'est l'ensemble de relations et s'applique spécifiquement à un individu indépendamment de la figure relationnelle avec laquelle il interagit. Et d'ailleurs, on peut voir que si par exemple, en termes de troubles d'attachement, il y a des pourcentages qui sont très faibles, on est en population générale à moins de 1%, et même dans des populations vraiment institutionnalisées, comme les enfants qui revenaient des orphelinats en Roumanie, alors qu'il y a une fréquence de troubles désorganisés et de différentes modalités dans les populations même vulnérables, qui est pas si important que ça. On est à 25%, donc vous voyez la différence en termes de fréquence. Alors, le problème, c'est cliniquement, et je vais un peu m'arrêter là-dessus, même si je vais par la suite dans la discussion revenir sur plein d'éléments que je viens de discuter, c'est comment faire à différencier les difficultés d'attachement. Et donc, globalement, la plupart des cliniciens, quand ils parlent des difficultés d'attachement, ils ne parlent pas en effet de troubles d'attachement. Ils parlent d'attachement, difficultés d'attachement en référence aux typologies de l'attachement. Et donc là, c'est une première difficulté. On ne devrait pas parler de troubles d'attachement, si ce n'est dans des cas extrêmement rares de conséquences de l'institutionnalisation, mais plutôt d'attachement, de difficultés d'attachement, qui sont des modalités adaptatives et qui peuvent, dans certains cas, dans l'attachement désorganisé, présenter des similarités avec certaines formes de trauma complexe. Donc, comment différencier? Alors, il y a une étude que j'ai retrouvée qui m'a vraiment passionné, qui est une étude qualitative, en interviewant des experts d'attachement et de trauma, qui essayent de différencier l'autisme des troubles d'attachement et des difficultés d'attachement. Alors, un premier point, c'est que toutes ces pathologies, que ce soit les difficultés d'attachement, les troubles d'attachement, l'autisme et les difficultés de déficit d'attention, présentent des similarités sur le plan de la communication sociale, des comportements répétitifs et ritualisés et des comportements de contrôle. Juste pour vous donner un exemple, beaucoup d'enfants autistes ont des comportements de contrôle de la relation aux parents, et il faut que le parent fasse exactement ce qu'il souhaite dans le cadre de routine,
Mais les enfants avec TDAH également sont capables d'insister de façon assez impressionnante avec le parent pour obtenir quelque chose en faisant des colères massives si cela n'est pas réalisé. De la même manière, par exemple, les enfants avec autisme peuvent présenter des spécificités sensorielles, mais également les enfants avec TDAH, comme les enfants avec trouble du spectre du trouble de l'attachement. En effet, ce qui est différent, probablement, à un premier niveau, et tous les experts s'accordent, c'est le vécu émotionnel qu'on a en présence de ces enfants. Quand on est plutôt du côté des difficultés d'attachement, on a, par exemple, notamment quand on engage une thérapie avec ces enfants, la relation avec un enfant qui présente un trouble d'attachement est relativement rapide. La problématique est plutôt de limiter la dépendance émotionnelle, maintenir les limites. En effet, ces enfants ont comme une forte approche émotionnelle à l'attachement. Ils ont besoin en permanence de s'assurer que leurs besoins émotionnels, leur sécurité, leur identité sont assurés et protégés. On voit comment la dimension relationnelle est vraiment au premier plan. Alors que dans le cas de l'autisme, il y a un effort à faire pour engager la relation parce que la relation n'est pas immédiatement motivante pour l'enfant. Il faut d'abord devenir quelqu'un de significatif. C'est comme s'il y avait dans l'autisme une forte approche cognitive. Il faut que, en gros, le monde coïncide avec la vision qu'ils ont eux-mêmes du monde. Donc, les points qui sont détaillés ensuite sont tout un tas d'éléments qui sont retrouvés et qui permettent d'aller un peu plus du côté des difficultés d'attachement plutôt que du côté du trouble du spectre de l'autisme. Par exemple, le fait que dans le cadre des difficultés d'attachement, les réactions émotionnelles qui sont parfois atypiques, voire intenses, notamment la séparation, le sont en particulier avec des figures spécifiques. Ce n'est pas avec tout le monde. C'est-à-dire que l'enfant avec une difficulté d'attachement va exploser, va manifester toute sa souffrance avec le parent X, la mère, le père, mais pas avec l'autre ou pas avec une autre figure. Parce que l'attachement est spécifique à chaque figure. Alors que dans le cas de l'autisme, la difficulté est beaucoup plus généralisée. Sauf chez certains enfants avec autisme qui ont aussi des difficultés d'attachement, et ce qui est tout à fait possible, mais ce n'est pas l'ensemble des enfants avec autisme. Par exemple, ce qu'on voit, si je prends un exemple qui est assez parlant, qui est les hand flapping, les stéréotypies des mains. Les stéréotypies des mains, c'est typiquement un signe d'autisme, mais on peut les retrouver dans le cadre des difficultés d'attachement, voire des troubles de l'attachement, mais elles se manifestent uniquement dans certaines phases de la strange situation ou de situations similaires, c'est-à-dire des situations de séparation au moment de rentrer en classe. Donc, ne sont pas présents tout le temps. Ils sont présents dans des moments particuliers dans lesquels la dimension relationnelle est particulièrement stimulée. Alors que dans le cas de l'autisme, par exemple, les stéréotypies avec les mains apparaissent lors de moments d'excitation ou lors de moments dans lesquels l'enfant, par exemple, est tout seul, donc des situations dans lesquelles il n'y a pas forcément au premier plan la dimension relationnelle. Souvent, l'intensité des comportements, intérioriser l'anxiété est parfois atypique, ou les comportements extériorisés, les problèmes de comportement sont beaucoup plus forts dans le cadre des difficultés d'attachement que dans le cadre de l'autisme, et surtout les déclencheurs ne sont pas les mêmes. Les déclencheurs du côté de l'autisme sont souvent des déclencheurs sensoriels, alors que le cas de difficultés d'attachement sont beaucoup plus souvent relationnels. Quand ces comportements se manifestent, quand les enfants présentent des comportements problématiques, manifestent souvent des comportements séquentiels contradictoires. Ils s'approchent, ils s'éloignent de la figure de soin. Alors que les enfants avec autisme, quand ils manifestent des difficultés en lien avec les problématiques avec la figure de soins classique, ont des modalités relativement stables de besoin d'aide, de présence, et sont plus facilement consolés que les enfants avec des difficultés d'attachement, dans lesquels, notamment ceux qui sont désorganisés, ne savent pas exactement quoi s'attendre de la figure d'attachement qui est leur problématique. Ces enfants avec attachement ont des comportements de contrôle, ils poussent les autres à réagir d'une certaine manière. Ça, c'est un signe très fort de développement de troubles de la personnalité à venir, c'est-à-dire que l'adulte ou l'autre
va jouer comme un rôle dans leur monde et leur représentation interne. Ils ont une image de l'autre comme non disponible et ils attirent l'attention de l'autre par un comportement de contrôle qui va susciter une réaction négative de l'adulte, mais qui est pour eux une réaction connue, validée dans leur représentation répétée de maltraitance ou de négligence. Et puis, ils ont beaucoup de comportements de désinhibition sociale, euh, mais variable, une hypervigilance émotionnelle, on le voit en lien avec les expériences traumatiques répétées, les difficultés interpersonnelles, les problématiques et les limites, un certain perfectionnisme lié au contrôle et pas forcément problématique et non investi positivement, comme dans l'autisme, et avec une certaine insensibilité aux autres, un manque d'empathie qui est beaucoup moins présent chez l'autisme en réalité. Les autistes ont du mal à manifester leur empathie à l'autre, mais ils l'ont, sauf qu'ils l'expriment différemment. Et puis, un élément important, c'est la réponse de l'enfant aux environnements de soutien. Les enfants répondent, les enfants avec des difficultés d'attachement, quand on stabilise l'environnement, et ben on voit les différences dans leur manière de fonctionner, alors que les enfants avec autisme sont moins sensibles au soutien de l'environnement et notamment à la mise en place d'une certaine stabilité des figures d'attachement. Dans les cas où, évidemment, il n'y en a pas, ça peut être utile, mais dans la plupart des cas, les figures d'attachement sont présentes, même si la communication interpersonnelle est difficile, parce que la communication et l'expression des besoins des enfants du côté de l'autisme est très particulière, très atypique. Je termine avec juste une référence, et là on pourra évidemment y revenir en détail, sur le fait qu'une équipe anglaise a développé un instrument que je trouve passionnant, qui s'appelle la grille de Coventry, qui est une grille spécifique pour différencier autisme et difficulté d'attachement. Et là, ce n'est pas attachement, trouble d'attachement dans le sens du DSM, mais vraiment difficulté d'attachement, avec une série de domaines dans lesquels on essaye d'identifier quelles sont les modalités spécifiques et la grille est bien faite dans le sens que à chaque fois un comportement est indexé comme plutôt du côté de l'autisme, plutôt côté des difficultés d'attachement, même si ça ne pose pas un diagnostic différentiel, les points s'accumulent pour être plutôt du côté de l'autisme ou du côté des difficultés d'attachement, un peu moins du côté des TDAH, si ce n'est pour certains éléments comme notamment la régulation des émotions et des fonctions exécutives, qui sont un sous-domaine pour lequel le TDAH présente des difficultés particulières. Voilà, je m'arrête là et je ne présente pas toutes les autres diapositives que je mettrai éventuellement si nécessaire au moment de la discussion. Merci beaucoup, professeur Speranza. Alors, je n'arrive pas à réactiver ma vidéo. Ça me dit que l'animateur. Est-ce que vous pouvez la réactiver? Alors, je peux essayer de voir. Euh, non, je ne me semble pas que j'y arrive. Ok, bon, c'est pas grave. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très claire et qui euh, permet vraiment de refaire le point sur les concepts de théorie de l'attachement, faire le différentiel aussi entre le trouble et les difficultés d'attachement. Et ensuite, l'étape d'après qui est qu'est-ce qu'on fait pour différencier le TND et ce qui est en lien avec un trauma. Alors, j'ai une première question de Céline Stoppa qui se demande, donc dans ce diagnostic différentiel entre trauma et TND, qui est souvent très clinique, est-ce qu'il existe des tests standardisés pour soutenir le travail de différenciation? Vous avez parlé justement de l'échelle entre TSA et trauma de l'attachement. Est-ce que vous connaissez d'autres outils? Alors, disons que j'aurais tendance à dire plutôt non, il n'y a rien qui existe de spécifique pour différencier les deux. La grille de Coventry, euh, est l'un des instruments les plus intéressants qu'on peut utiliser pour différencier le trauma, parce que là, dans l'approche de Coventry, on est dans les difficultés d'attachement, donc on est entre les troubles
un peu comme on a dit, hein, dans lesquels il y a vraiment absence de figure de soi, et c'est tellement rare car ici, c'est pas vraiment là le problème, hein, parce que ça suffit de connaître un peu l'historique de l'enfant et on sait si il a été institutionnalisé ou pas. Mais c'est plutôt du côté des trous de difficultés d'attachement dans les traumas complexes et répétés. Et donc, cette grille est très utile et très intéressante parce qu'elle indexe beaucoup de ces éléments. Parce que quand vous faites la dose, par exemple, l'ADI, euh, vous ne pouvez pas facilement discriminer ces éléments. Vous pouvez explorer les choses via les instruments du trauma, euh, mais vous avez des symptômes, vous n'avez pas une dynamique clinique fine. Donc je dirais que les grilles de Coventry est probablement l'instrument le plus fin qui a été développé pour l'instant pour différencier les deux domaines. D'accord. Je l'ai Merci beaucoup. traduit en français. euh, je pourrais vous le partager sans problème. Euh, Ah oui, avec plaisir. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Euh, Autre question toujours de Céline Stoppa. Parce que les personnes avec TND sont reconnues comme plus vulnérables, elles présentent très fréquemment des traumas. Existe-t-il une grille diagnostique actualisée du PTSD pour les profils TND? alors, non, mais c'est une littérature qui est en train de exploser. Parce qu'effectivement, euh, c'est une question très pertinente parce que j'ai évoqué comment l'attachement en général, c'est autant le tempérament de l'enfant que la qualité du caregiving. Mais si vous avez un enfant qui a un tempérament, voire un trouble du neurodéveloppement, avec une modalité de communication très atypique, une sensorialité très atypique, des difficultés de régulation de l'expérience sensorielle ou émotionnelle très particulières, va représenter un défi majeur à n'importe quel parent, même le plus sensible. Et donc, Hmm. un enfant, et donc le problème, c'est que, et là c'est intéressant, dans l'étude qualitative que j'ai évoquée, qui a été réalisée par une équipe anglaise, il montrait comment, d'un côté, en effet, il y a des similarités, et en même temps, il faut essayer effectivement de voir qui appartient à quoi avec cette analyse un peu clinique fine, mais l'inquiétude qu'on a, c'est de passer à côté effectivement de traumas chez des enfants qui ont euh, un trouble de neurodéveloppement. Parce qu'ils sont plus à risque d'avoir de trauma et pas forcément. Le trauma n'est pas responsable des TND. Hmm. Il faut être assez clair. De l'autisme, encore moins, mais même dans les formes de type TDAH, on n'est pas dans le cas du TDAH, globalement, s'il y a de trauma. On est plutôt dans des expressions cliniques de vulnérabilité autour de l'impulsivité, autour de l'expression émotionnelle, mais on n'est pas dans le cadre du TDAH. Alors après, il y a des situations dans lesquelles il y a les deux. Et à nouveau, si vous avez une grande vulnérabilité biologique, vous avez plus de chances de subir de trauma comme conséquence. On sait que les TDAH, par exemple, induisent plus de maltraitance que les populations générales. Et même dans une fratrie, un enfant TDAH peut être victime de maltraitance alors que l'autre enfant non TDAH ne l'est pas. Donc ce n'est pas lié uniquement à l'environnement, c'est lié aussi aux spécificités de l'interaction entre les deux. Mhm. Donc oui, donc pour répondre, il n'y a pas d'instrument, mais une sensibilité particulière est en train d'émerger sur comment évaluer. Et j'ai trouvé un ou deux articles dans lesquels il y a des modalités d'évaluation des TND dans les contextes dans lesquels il y a du trauma. Parce que cette question, elle est particulièrement pertinente pour ce qu'on appelle en anglais the looked after children, c'est les enfants placés, dans lequel on a tendance à ne pas tenir compte du fait qu'ils ont des TND, ou quand il y a des TND, ne pas tenir compte que la dimension traumatique a pu participer largement à, à la non-identification des difficultés. Donc c'est dans ces populations-là où il y a des guidelines qui ont été publiés sur comment mieux évaluer les TND dans les populations et le trauma dans les populations. Enfin, le trauma dans les populations protégées, ça c'est plus classique, mais les TND dans les populations protégées comme ceux confiés à l'aide sociale en enfance. Je pourrais Oui, vous et puis, ouais.
trouve que c'est intéressant aussi ce que vous soulignez parce que moi, j'ai l'impression vraiment de constater aussi dans ma pratique que avant, on avait des professionnels qui étaient soit formés au TND, soit formés au trauma, alors que maintenant, on a vraiment on a un œil ouvert sur qu'est-ce qui peut être de l'ordre du trauma, qu'est-ce qui peut être de l'ordre du TND, et l'un n'exclut pas forcément l'autre. Et je Oui, trouve que ça non. évolue bien, ça. Mm. Pour être un peu réducteur, s'il n'y a pas d'histoire d'institutionnalisation, il faut exclure un trouble, euh, un trouble de l'attachement, DSM. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Enfin, c'est pas, Mhm. je dis pas, c'est quand même la première chose à dire. Ben, on ne peut pas diagnostiquer un trouble de l'attachement s'il n'y a pas du tout d'expérience massive d'institutionnalisation ou un contexte environnemental massivement négligent ou absent. On peut être par contre dans les difficultés d'attachement et donc dans le spectre du trauma complexe. Et là, il faut vraiment utiliser toutes les modalités qu'on a d'exploration du trauma complexe euh, avec tenant compte de cette spécificité qui est induite par l'enfant qui a des spécificités neurodéveloppementales. Mhm. Oui, merci beaucoup. Anthony Martinez nous demande si la grille de Coventry peut être utilisée avec les adultes. Euh, euh, Disons que elle pourrait être utilisée. Je pense que c'est pas impossible, mais oui, même si ça a été développé vraiment chez les enfants et avec des enfants avec un bon niveau intellectuel et qui donc c'est vraiment ces enfants pour lesquels le problème se pose, hein. Parce que Mhm. il y a les enfants qui sont les plus sévères au niveau cognitif avec un retard mental, avec un autisme assez clair, c'est pas forcément nécessaire. Donc plutôt enfants, adolescents avec ces problématiques un peu à la limite. Un petit peu peut-être avec les adultes, mais il faudrait un peu ajuster parce que il y a un certain nombre d'items qui sont un peu plus orientés enfants. Mais ça suffit peut-être de penser à des exemples plus adultomorphes. Et à ce moment-là, Mhm. ça pourrait être utilisé. D'accord, merci beaucoup. Luna Kokide nous demande à quoi correspondent les particularités sensorielles dans le trouble de l'attachement. Alors, en effet, par exemple, on peut reprendre l'exemple euh, des difficultés alimentaires. Euh, Quand on est dans le cadre de l'autisme, on sait que les autistes ont des sélectivités alimentaires basées sur la texture, basées sur la couleur, par exemple. euh, Alors que quand on est du côté du trauma, les spécificités alimentaires sont davantage, par exemple, liées à l'hyperphagie. Euh, et c'est par exemple très spécifique à la relation avec une figure. Ils peuvent ne pas du tout avoir de problème quand ils sont à la cantine, en contact avec un autre. Alors qu'avec la figure de soin principale, il y a un jeu émotionnel massif et l'alimentation est vraiment totalement en lien. Donc déjà, au niveau alimentaire général, on voit que la sensualité est plutôt du côté de l'autisme que du côté de l'attachement, des difficultés d'attachement. Cela dit, même dans le côté de l'attachement, il peut y avoir des spécificités sensorielles, mais qui ont une qualité, on pourrait dire, un peu plus relationnel. Et donc, parfois, dans des expériences euh, d'indisponibilité parentale, donc, qui sont apparues au moment du sévrage, par exemple, où l'indisponibilité parentale a été associée un peu même en termes de timing à la figure de soins et à la non-disponibilité de figure de soins. Euh, mais par exemple, si je prends un autre exemple non alimentaire, je vais évoquer le hand flapping ou la sensorialité euh, du côté euh, qui est spécifique à des moments de la séparation et pas à des moments d'excitation ou à des moments d'interaction, de solitude de l'enfant avec autisme. Euh, on peut penser à d'autres, par exemple, je prends l'exemple qui sont donnés dans le tableau, par exemple, de la grille de, de Coventry. Alors, c'est trop petit, vous n'allez pas lire. Euh, je vais essayer d'augmenter euh, voilà, sur la sensorialité. Euh, il y a beaucoup toute une partie qui est spécifiquement développée sur la sensorialité. Excusez-moi, je le reprends comme ça, je vous donne les exemples précis. Euh,
Ça a été ajouté d'ailleurs, la glucométrie était une version en 2010 et une deuxième version en 2017 dans laquelle ils ont intégré toutes ces dimensions de sensorialité spécifiques. Par exemple, voilà, je pense demande euh, euh, au niveau tactile. euh, Par exemple, est-ce que l'enfant essaye d'éviter d'explorer avec le toucher? Ça, c'est du côté vraiment de l'autisme plutôt que de l'attachement. Euh, Est-ce que, par exemple, l'enfant cherche la pression profonde? Là, on est du côté de l'autisme. Euh, Est-ce que, par exemple, l'enfant est très sensible, par contre, à des textures particulières? Ça peut être présent beaucoup dans le TDAH, par exemple, l'autisme, et moins présent dans l'attachement. Mais par exemple, l'hypervigilance auditive, là, est davantage présente dans l'attachement, parce que c'est un lien souvent avec des événements traumatiques. Ou par exemple, euh, est-ce que la sensorialité est plutôt du côté du scanning de l'environnement, c'est-à-dire une hypervigilance à des éléments sensoriels de l'environnement visuel? Ça, c'est présent dans l'attachement, dans la difficulté d'attachement, parce que c'est un lien aussi à des événements traumatiques. De la même manière, l'odorat, qui peut être associé, par exemple, à l'abus sexuel, où certaines odeurs réactivent le souvenir du traumatisme sexuel avec le parent. Euh, ou par exemple, un dernier, par exemple, euh, le mouvement, qui est une forme particulière de perception sensorielle, est particulièrement problématique chez les enfants avec attachement, en lien avec des expériences de violence qu'ils ont subies. Et donc, ça fait partie du scanning de l'environnement, avec une hypervigilance aux éléments qui rappellent, par exemple, la maltraitance physique qu'ils ont pu avoir. Par exemple, du côté de l'attachement, c'est le contrôle alimentaire très, très fort, euh, alors que c'est moins présent sur le plan de l'autisme. Voilà, ça Hmm. c'est en ça que la grille de Coventry est intéressante, parce qu'il y a plein d'exemples de ce type qui permettent de lister, là, si vous avez vraiment beaucoup d'éléments en faveur. Il y a deux grilles, la grille a été développée de deux manières différentes. Dans la première version, il y a vraiment des exemples de comment un élément est présent dans l'autisme ou dans les difficultés d'attachement. Dans la deuxième version, c'est des questions oui-non qui font que vous avez un peu plus de oui d'un côté ou de l'autre. Et Mhm. globalement, on essaie d'éviter de dire oui aux deux, si c'est possible. Parce que sinon, euh, voilà, ça diminue la discrimination diagnostique, même Oui, si dans certains cas, c'est possible. d'accord, merci beaucoup. Effectivement, je trouve que c'est des exemples très concrets, donc ça permet d'avancer un petit peu pour ce diagnostic différentiel. Linda Laporte-Bécaled nous demande si on a des éléments génétiques identifiés favorisant les différents types d'attachement. Alors, pour j'aurais tendance à dire plutôt non. Euh, euh, Spécifiquement un type d'attachement, si ce n'est peut-être la forme désorganisée. Parce que les trois modalités sont présentes dans la population générale. Donc, sans lien avec des caractéristiques de l'environnement. Et que probablement, si vous avez une génétique, par exemple, qui est en faveur avec une moindre capacité à réguler l'expérience de l'impulsivité ou de la régulation des émotions, vous avez plus de chances d'aller vers un attachement anxieux d'un type ou de l'autre. Hmm. Mais c'est votre génétique en lien avec l'environnement et le fait que soit quasiment dans le monde entier, la fréquence des modalités d'attachement est quasiment la même partout. Ça montre que c'est une interaction attachement génétique environnement assez banale, comme un peu évidemment, plus vous avez des facteurs de risque tempéramentaux, plus vous avez des risques d'être du côté d'un attachement plus compliqué si vous n'avez pas un environnement protecteur ou extrêmement... mais c'est possible tout à fait de l'avoir. Donc globalement, c'est une réponse un peu... C'est une interaction entre gènes et environnement, et que si vous avez une génétique qui est un peu vulnérabilisante, vous avez un peu plus de chance d'avoir un attachement anxieux. Par contre, vous en avez encore un peu plus pour un attachement désorganisé, parce que l'attachement désorganisé est lié beaucoup plus à une génétique en lien avec la maltraitance. Les deux sont beaucoup plus forts et beaucoup plus intriqués. Parce qu'il y a, il y a la transmission parentale qui est beaucoup plus forte. Hmm.
D'accord, merci beaucoup. Et une question qui découle de toute cette idée de diagnostic différentiel. Si on imagine qu'on a réussi à faire le différentiel, quelle est la spécificité des prises en charge? Nous demande Manon Alors, Dupuis. comme je disais au tout début, globalement, quand vous êtes dans le domaine de l'autisme, il faut vraiment travailler sur ce qui est spécifique à l'autisme, c'est-à-dire euh, la communication sociale, la compréhension sociale et la flexibilité. Ça, c'est quelque chose Mmh, de vraiment majeur parce que ça, et donc vous devez travailler un peu vraiment pour rendre l'enfant plus flexible en utilisant sa rigidité. Euh, il faut travailler sur le décodage explicite des messages des contextes sociaux. Il faut faciliter la communication explicite avec de la communication augmentée. Donc tout ça, c'est primaire. Mais en effet, et du côté des troubles d'attachement, c'est créer un environnement stable euh, avec un caregiving spécifique dans lequel ce qui évidemment est central, c'est les fameux trois mots-clés quand on parle d'attachement, c'est la sensibilité parentale, la responsabilité, la capacité de parent de répondre et d'être attentive à la communication de l'enfant. Tout ça est spécifique pour améliorer la sécurité d'un enfant qui a une difficulté d'attachement et qui a donc un problématique dans la relation à l'autre. Donc, on a vraiment, on travaille avec autour de la sensibilité du parent aux besoins de l'enfant, des sensibilités du thérapeute aux besoins de l'enfant, et avec une attention à décoder pour l'enfant euh, les besoins émotionnels qui étaient adaptés dans le contexte de maltraitance, mais qui ne le sont plus, notamment si l'enfant est dans des contextes différents. C'est comme si l'enfant continuait à répéter des comportements qui ne sont plus mis à jour, et ça, il faut les mettre à jour par une euh, clarification des émotions, de la place des émotions, de pourquoi les émotions se mobilisent, avec toute cette attention à la relation et à la sensibilité relationnelle. Malgré tout, quand même, du côté de l'autisme, tout cela reste important à faire. Et quand on prend des exemples comme les modèles de Denver ou le pacte, qui sont des stratégies de guidance parentale dans l'autisme dans les premières années de vie, on travaille sur la sensibilité parentale, sur la synchronisation parentale, on travaille sur la synchronisation, mais on pourrait dire, essayons d'intégrer l'atypicité de la communication de l'enfant avec autisme. On pourrait dire quand même que l'enfant autisme essaye toujours de reproduire dans le monde sa manière un peu inflexible et sa manière de voir le monde, et donc sa manière de communiquer avec le monde qui est très atypique, qu'il faut intégrer, et donc la sensibilité est orientée dans cette direction-là, alors que du côté de l'attachement, c'est essayer de travailler vraiment la qualité de l'expérience relationnelle, la réciprocité de la compréhension de l'état d'esprit de l'autre, mais d'un point de vue émotionnel plus que cognitif. Euh, mmh, et donc on est un peu plus dans euh, faire confiance à l'autre, régénérer la confiance dans l'autre. Euh, alors que ce n'est pas un problème de l'autisme de faire confiance à l'autre, hein. Même ils sont très confiants, même parfois un peu trop confiants. C'est que la relation mmh, est moins motivante. Alors que l'enfant avec un niveau d'attachement, l'autre est dangereux, menaçant, imprévisible, inquiétant, maltraitant. Et donc ça, il faut régénérer cette confiance par une disponibilité affective et une lecture des besoins de l'enfant qui est beaucoup plus fine au niveau de la relation interpersonnelle. mmh. Il y a une petite précision par rapport à cette question, qui est donc, OK, la génétique des TND enfants et parents peut-elle bien être considérée comme un facteur de fragilité du processus d'attachement? Oui, Oui, c'est bien ce que vous disiez. Mmh, oui, oui, oui. Un parent transmet sa génétique de vulnérabilité biologique, mais il transmet aussi sa manière d'être en interaction avec l'autre. Donc, c'est mmh, une double transmission génétique et non génétique. Si vous avez une génétique prédisposante à l'impulsivité et à la dysrégulation émotionnelle, vous transmettez cette vulnérabilité qui s'accompagne des stratégies comportementales de dysrégulation qui vont avec. Et donc, oui, la génétique est portée, enfin, le comportement est porté par la génétique. Euh, et vous avez même, en tant que parent, moins de ressources pour vous adapter de façon un peu exceptionnelle aux besoins de l'enfant. mmh.
Merci. J'ai peut-être une ou deux questions encore. Stéphanie Delavo-Campeotto, dans les formations TND, on nous dit qu'un TND peut être diagnostiqué à partir du moment où il y a un trouble du langage, de la motricité avérée, c'est-à-dire déficient par rapport à la norme. Et peu importe la cause, dont trauma, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mm. cette formulation comme ça. Les déviances, même sévères, d'une ligne développementale ne font pas le diagnostic en tant que tel. Mm. Le diagnostic le fait euh, déjà la dysynchronie entre différentes lignes développementales et la nature du retard, du déficit dans la ligne développementale spécifique. Il faut en gros vous démontriez que le retard du langage, de la motricité, est un problème en tant que tel, mais qui n'est pas expliqué par d'autres raisons. J'aurais un peu tendance à être un peu plus prudent. Mm. Alors après, les comorbidités existent, on peut avoir l'une et l'autre, mais le- le- l'approche par déficit quantitatif est l'approche américaine de réponse aux besoins. Donc en gros, on s'affiche savoir d'où ça vient. Si on a deux déviations standards au niveau de la motricité, on a droit à des compensations des aménagements. Mais on s'affiche savoir d'où ça vient. Dans une approche psychopathologique, ce n'est pas tout à fait banal de savoir si le déficit est un lien avec un processus traumatique ou un processus neurodéveloppemental. Alors parfois, ce n'est pas possible de les différencier si simplement que ça. Mais là, c'est pour ça qu'il faut différencier. Pouvoir dire oui, non, et avoir la question dans la tête que vous posez et vous allez le plus loin possible pour pouvoir essayer d'y répondre. Vous voyez, c'est plus une procédure, une manière de faire que dire oui ou non. Mm. Oui. Et parfois, vous ne pouvez pas le dire, vous n'en savez rien et c'est très difficile de dire qui est l'œuf ou la poule. Euh, mais j'ai un peu de mal à dire que le diagnostic soit indépendant totalement euh, des causes, notamment si les causes sont par exemple de déprivation sociale, maltraitance sévère ou d'autres facteurs qui peuvent contribuer à l'expression du déficit. Mm. Oui, merci de le préciser. Effectivement, elle nous dit qu'on est complètement d'accord. C'est toujours bien de préciser aussi. On peut être un peu tous dans le doute et que chacun avance, voilà, comme on peut. Mais c'est pour ça que dans la grille de Coventry, ils le disent plusieurs fois, ça ne permet pas de faire le diagnostic, de différencier de façon claire, mais ça nous permet d'aller le plus loin possible dans le Mm. questionnement. Et Ouais. dans certains cas, il faut dire, ben, il y a les deux, parce que ça existe, hein, les deux. Oui. Mais le principe est toujours celui de l'économie, il faut éviter de poser plusieurs diagnostics quand vous en avez un qui est le plus explicite, celui qui permet de comprendre le plus. Il y a une économie, une parcimonie diagnostique qui est essentielle. Oui. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de remerciements pour la clarté de vos propos et vos précisions qui sont importantes. On va devoir s'arrêter. On vous aurait bien gardé au moins tout l'après-midi parce qu'il y avait plein d'autres questions et que c'est un sujet tellement complexe. Euh, Oui, alors Merci en tout cas. pour terminer, je vous remercie de l'effort que vous m'avez fait faire d'étudier un peu plus la question. Je me dis que j'ai beaucoup encore à travailler. J'ai plein de lectures que j'ai identifiées que je vais continuer à lire. Donc je pense que d'ici un an, j'aurai une présentation beaucoup plus claire sur le sujet. Et je suis tout à fait disponible pour vous transmettre un certain nombre de documents, que ce soit la présentation PowerPoint et quelques lectures choisies. Et je veux le faire via Octopus, c'est le plus simple, pour que je fasse un petit groupe d'articles et de documents dont la grille de Coventry qui est traduite par moi pour le moment, donc elle n'est pas validée, mais elle peut être utilisée parce que c'est pas un problème, hein, c'est des questions et des descriptions, donc c'est pas un problème si c'est pas tout à fait euh, validé comme traduction. Hmm. Oui, encore un immense merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous le 19 septembre, jeudi 19 septembre à 12h30 avec Anthony Sauter.
Vous aurez tous les éléments sur le site et sur les réseaux. Merci encore, professeur Mario Speranza, Merci et à vous. bon après-midi à tout le monde. Au revoir. À vous aussi.